Bonjour à tous, membres de la classe Caravelle, et bienvenue dans ce nouveau cours commenté d'histoire. Avant d'entamer une nouvelle séquence, je vous demande de bien réaliser l'exercice sur cuisinière que je vous ai laissé aujourd'hui sur le blog, afin de faire le point sur le vocabulaire des villes médiévales. Si vous n'avez pas encore pris le temps de le réaliser, je vous propose d'abord d'aller faire cet exercice, et par contre, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez poursuivre la lecture de cette vidéo. Après avoir découvert et étudié l'essor des campagnes médiévales, à travers notamment la place qu'occupe le seigneur au sein de ces campagnes, après avoir travaillé en classe inversée les villes médiévales, nous allons clore le thème 2 d'histoire intitulé Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, à travers donc cette séquence 7 intitulée L'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. En effet, jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé des seigneurs, des grands seigneurs du royaume de France notamment, mais je vous ai très peu parlé du roi de France. Si je vous en ai peu parlé, c'est que vous vous en doutez un tout petit peu, ses pouvoirs sont limités et contestés durant toute une partie de la période que nous étudions, c'est-à-dire le XIe et le XVe siècle. Et cette séquence 7 est l'occasion de voir comment le roi de France va petit à petit s'imposer face aux grands seigneurs de son royaume. Cette séquence sera donc divisée en 3 parties. Tout d'abord, une grande introduction dans laquelle je vais revenir sur du vocabulaire important pour que vous puissiez comprendre ensuite les séances 1 et séance 2, donc notamment cérémonie de l'hommage ou encore suzerain, vassal, fief. Dans la séance 1, nous verrons donc que les rois de France imposent leur pouvoir sur les seigneurs et sur le territoire de différentes manières, et c'est à cette occasion-là que nous pourrons travailler notamment sur la bataille de Bouvines ou encore la très célèbre guerre de Cent Ans. Et pour terminer, nous élargirons toutes les études de cas de la séance 1 à travers donc une carte mentale que vous réaliserez concernant la séance 2. Cette fiche objectif a été distribuée à tous les élèves qui étaient en cours vendredi. Donc, Alexander et Amy, vous n'avez pas en votre possession cette fiche objectif. Toutefois, elle est disponible sur le blog, comme tous les documents que je vais vous projeter. Si vous pouvez l'imprimer, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, laissez une place dans votre cahier, votre classeur, pour pouvoir l'insérer une fois qu'on se reverra. Je vous donnerai cette fiche. Voilà, j'ai bien pris le temps de présenter cette séquence. Donc, comme d'habitude, vous allez inscrire à la suite dans votre cahier le titre du thème 2, le titre de la séquence 7. N'oubliez pas de préciser avant tout qu'il s'agit donc de l'histoire, et nous allons pouvoir commencer à répondre aux questions du que sais-je. Donc mettez la vidéo en pause pour pouvoir avoir le temps de recopier tout cela, et on se retrouve dans quelques secondes. Comme en classe, réponse aux questions du que sais-je. Quelle personne domine le royaume de France à la fin du Xe siècle? Donc, comme d'habitude, si vous pensez savoir, vous notez la petite réponse. Si vous ne savez pas, je vais afficher 3 propositions dans moins de 5 secondes afin de vous permettre de réfléchir et éventuellement de trouver la bonne réponse. Vous avez donc le choix entre les prêtres, les seigneurs ou les rois de France. En théorie, donc vous avez fait votre choix et la réponse est donc les seigneurs, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le roi de France, à cette époque-là, n'a pas encore réussi à asseoir son pouvoir. Question 2. Qui compose les armées du roi et des seigneurs? Même principe, je vous laisse réfléchir, notez une petite réponse. Pour ceux qui ont une petite hésitation, je vous fais 3 propositions. Et la réponse, vous l'aurez compris, il s'agit des chevaliers. Enfin, quelle dynastie de rois précède celle des Capétiens, c'est-à-dire vient avant celle des Capétiens, puisque notre séquence 7 porte sur la dynastie des Capétiens, puis celle des Valois. Alors bien évidemment, si je vous demande, c'est que nous l'avons déjà travaillé cette année.
3 propositions pour les plus hésitants. Mérovingiens, Bourbons ou Carolingiens. Les Bourbons, c'est pour plus tard. Les Mérovingiens, nous les avons étudiés puisque ce sont les Carolingiens qui ont mis fin à la dynastie des Mérovingiens. Donc, la réponse est la dynastie de Charlemagne, les Carolingiens. Si vous trouvez que la vidéo va un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre des pauses, hein. Vous pouvez contrôler ce que vous voulez puisque c'est vous qui avez le pouvoir grâce à la vidéo. Vous pouvez revenir en arrière, écouter les explications, aller un tout petit peu plus vite en avant si besoin. Donc n'hésitez pas à jouer sur les temps de pause pour pouvoir prendre le temps de bien réfléchir et bien noter vos réponses. Après les réponses aux questions du que sais-je, on conserve notre petit rituel. De quoi va-t-on parler dans cette séquence 7? L'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Donc nous sommes dans le royaume des Capétiens et des Valois, c'est-à-dire dans le royaume de France. Les Capétiens et les Valois règnent entre le Xe siècle et le XVIe siècle. Nous, la partie que nous devons étudier par rapport au programme est comprise entre les XIe et XVe siècles. Et comme je vous l'ai expliqué au tout début de cette vidéo, quand je vous ai présenté la fiche objectif, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment les rois de France ont réussi à renforcer leur autorité sur les autres seigneurs durant donc les XIe et XVe siècles. Dans un premier temps, je vous demande d'écrire à la suite de votre cours, donc introduction, et le document que vous allez regarder se trouve donc page 100-101, c'est une suite de cartes, en fait, les cartes 1, 2, 4. Je vous demande de regarder la légende, voilà, et juste en dessous, sans noter la consigne, vous indiquez les questions que vous vous posez. En effet, ça peut être des questions par rapport à des mots de vocabulaire, ça peut être des questions par rapport à des situations. Donc, je vous laisse le temps dont vous avez besoin. Vous mettez une pause sur cette vidéo et vous remettez la lecture en route une fois que vous avez écrit au moins 2 questions. Donc je répète qu'il s'agisse soit du vocabulaire, soit d'une situation qui peut vous paraître bizarre sur l'ensemble de ces cartes. À tout de suite. À la vue de cette légende, il y a 2 questions qui doivent apparaître. Tout d'abord, une question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un fief, puisque vous retrouvez ici, fief du roi d'Angleterre, fief du roi de France. Et ensuite, la deuxième question qui peut apparaître, c'est justement une question plutôt de situation cette fois-ci. Comment se fait-il que le roi d'Angleterre ait justement un territoire, donc des fiefs, en France? Et comme vous pouvez le constater d'ailleurs, si on se place sur la carte de 1180, les fiefs du roi d'Angleterre sont beaucoup plus importants que le domaine royal, c'est-à-dire le domaine administré par le roi lui-même. Par conséquent, si je reviens sur votre cahier classeur, vous avez dû donc vous poser cette question, qu'est-ce qu'un fief? Et pourquoi le roi d'Angleterre possède-t-il des fiefs ou des terres en France? Donc vous pouvez noter en correction ces 2 questions, ainsi que la définition de fief, qui est donc une terre accordée par le seigneur à un vassal en échange de sa fidélité. Et là, en lisant et en recopiant la définition, vous allez dire « Ah, on ne comprend pas tout ». En effet, le mot seigneur, vous connaissez, le mot vassal, vous découvrez normalement. Par conséquent, une fois que vous avez terminé d'écrire cette petite définition, nous allons ensemble étudier un document pour que les liens justement entre les seigneurs, donc entre les suzerains notamment, et les vassaux, n'aient plus aucun secret pour vous. Donc une fois que vous avez terminé d'écrire la définition de fief, vous notez bien document 1, page 110, l'hommage du roi d'Angleterre à Philippe VI vers 1329, et ensuite je vous explique l'objectif du petit exercice que je vais vous proposer. À tout de suite. L'exercice que je vous propose est le suivant. Vous allez donc lire le document 1, page 110, et vous allez essayer, grâce à ce texte, de
compléter le petit schéma que vous allez bien évidemment recopier dans votre cahier. Donc il s'agit de comprendre ici ce qu'est la cérémonie de l'hommage et ce qui lie les seigneurs entre eux, les hommes de l'époque entre eux. Donc pour cela, vous devez retrouver le nom des fiefs, donc les terres dont on vient de parler précédemment dans la définition que vous venez de noter. Vous devez retrouver ou placer les mots comme suzerain et vassal. Donc parmi les 4 cases vides, ici, il y a un endroit où il faut mettre suzerain et l'autre vassal. Et vous devez aussi nommer et replacer le suzerain et le vassal, c'est-à-dire où placez-vous le roi de France, où placez-vous le roi d'Angleterre, et je vous demande de nommer les rois en question. Donc, je vous laisse quelques minutes pour recopier ce petit schéma, essayez de le compléter, vous mettez une petite pause à la vidéo et ensuite on se retrouve pour voir ensemble la correction. Cette correction a pour objectif que vous compreniez ce qu'est la cérémonie de l'hommage et que vous maîtrisiez le vocabulaire important de ce cours, donc suzerain et vassal. Donc, je reprends. Lors de cette cérémonie de l'hommage, le suzerain, c'est-à-dire le seigneur le plus important, qui est ici, pour ça qu'il est juste en dessous, Philippe VI, qui est donc roi de France, voilà, va transmettre des fiefs, donc les terres dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le duché de Guyenne et le comté de Ponthieu, à son vassal, à savoir, ici, le roi d'Angleterre, qui se nomme Édouard III. Quel est l'intérêt du roi de France de confier toute une partie de ses terres à un vassal, et d'autant plus au roi d'Angleterre? Tout simplement, Philippe VI, parce qu'il confie ses terres à son vassal, en échange, il reçoit obligatoirement une aide militaire, juridique et financière. En fait, durant la cérémonie de l'hommage, Édouard III, le roi d'Angleterre, va s'engager à ne jamais trahir Philippe VI et lui apporter, si besoin, l'aide militaire, l'aide juridique et l'aide financière si le roi de France en a besoin. Attention, Édouard III, s'il le souhaite, peut confier une partie ou la totalité de son duché de Guyenne et son comté de Ponthieu par une autre cérémonie de l'hommage à d'autres seigneurs qui vont lui jurer fidélité et donc lui apporter également une aide militaire, une aide juridique et une aide financière. Si l'on regarde une carte du royaume de France à cette époque-là, donc Philippe VI confie la Guyenne, qui est ici, ainsi que le comté de Ponthieu, donc, à Édouard III, le roi d'Angleterre, en échange d'un serment de fidélité durant la cérémonie de l'hommage. Et la cérémonie de l'hommage, elle est représentée à travers donc ce dessin qui date de l'époque. Vous reconnaissez ici donc assis le suzerain, donc par exemple ça pourrait être Philippe VI, d'accord. Derrière vous avez les témoins qui assistent à la scène et qui disent en effet qu'il y a eu cérémonie de l'hommage et donc échange, donc serment de fidélité, de protection et remise du fief. De l'autre côté, ici, vous retrouvez le vassal, donc qui pourrait tout à fait être Édouard III, avec les témoins. Et vous avez donc ici, représenté par toutes les mains, toutes les étapes de la cérémonie de l'hommage. Donc le vassal qui jure fidélité à son suzerain, qui lui jure protection, ce qui est tout à fait ce que je vous expliquais tout à l'heure. Philippe VI va aussi protéger son vassal s'il a besoin, et le suzerain remet le fief qui est représenté par les épis de blé ici. Si tout est bien compris, vous pouvez prendre le temps maintenant de recopier les définitions. La cérémonie de l'hommage est donc un acte par lequel un homme reconnaît le vassal d'un seigneur et s'engage à le servir. Le suzerain est le seigneur qui reçoit l'hommage d'un autre seigneur, et donc ce dernier devient son vassal. Et du coup, le vassal est l'homme libre qui se met sous la protection d'un seigneur en lui jurant fidélité et donc en lui apportant les aides dont je vous ai parlé. Prenez quelques minutes pour recopier la totalité de ces définitions et on se retrouve pour la dernière partie de cette longue introduction.
Voilà, les définitions sont écrites. Donc, vous pouvez renoter légende des cartes 1 de 4, page 100, 101. Inutile de remettre l'évolution de domaine royal, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. En termes de consignes, les questions qui sont notées ici sont des questions que je vais uniquement poser à l'oral. Donc, vous n'aurez pas besoin de noter les questions, d'ailleurs, ni les réponses, sauf une, puisqu'il va falloir qu'on note quelque part quand même la définition de domaine royal. Donc, il s'agit ici d'un travail à l'oral. Je vous demande de jouer le jeu, puisque je ne pourrai pas être avec vous pour vérifier si vous faites bien ou pas l'exercice en question. Donc, l'objectif, c'est que vous ayez une réponse en tête à chaque fois que je vous pose la question. Après, je vous diffuse la réponse, je vous donne la consigne et on passe à la question suivante. Donc, tout d'abord, si vous regardez les légendes donc, de ces cartes, je vous demande qu'est-ce que le domaine royal? En théorie, vous êtes capable d'aller trouver la définition. Donc, prenez quelques secondes et on se retrouve. Vous avez donc dû trouver la définition de domaine royal quelque part dans votre livre. Et donc, je vais vous demander, et ce sera la seule fois, par rapport à toutes les questions que je vais vous poser ensuite, d'écrire à la suite, donc, après légende, carte, etc., vous écrivez le domaine royal est un territoire appartenant au roi, une partie du royaume que les rois de France gouvernent directement. C'est-à-dire que quand on parle de domaine royal, il n'y a pas de vassal. Le roi dirige directement toutes ces terres. Deuxième question, je vais vous demander donc comment évolue le domaine royal entre 987 et 1483. Donc vous allez regarder les cartes, vous allez formuler dans votre tête une réponse. N'oubliez pas la petite méthode que nous avons travaillée en classe. Quand dans une question on vous pose la question comment évolue, il y a 3 possibilités de réponse. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve. Donc j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir. Entre 987 et 1483, le domaine royal s'agrandit progressivement, puisque en 1483, il occupe presque la totalité du territoire. Je vous demande de ne surtout pas noter la réponse qui est formulée ici. Pour finir, qu'indique l'évolution du domaine royal quant au pouvoir du roi de France? Donc, vous avez dit que le domaine royal s'agrandit. Quel est le lien qu'on peut faire entre un domaine royal qui s'agrandit et le pouvoir du roi de France? Je vous laisse là encore réfléchir quelques secondes et ensuite je réponds à la question avec vous. Alors, il s'agissait de la question la plus difficile, une question de réflexion. Donc, si vous n'avez pas tout à fait compris, ce n'est pas grave. Je vais vous aider. Si le domaine royal s'étend progressivement, ça signifie que le roi de France est de plus en plus puissant. En effet, entre 987 et 1483, le roi parvient à imposer son autorité aux autres grands seigneurs du royaume. D'où la trace écrite que cette fois-ci, vous serez dans l'obligation d'écrire. Donc, vous ne notez surtout pas la réponse à la question C. Par contre, la trace écrite qui est ici et qui se trouve aussi sur le blog, si ça vous facilite la vie, pour pouvoir la recopier plutôt que de mettre une pause sur la vidéo. En 987, Hugues Capet devient roi, donc il met en place la dynastie des Capétiens. Le royaume de France est constitué du domaine royal et de fiefs dirigés par des grands seigneurs qui, même s'ils ont juré fidélité au roi, n'obéissent pas au roi. Ces derniers donnent des fiefs à d'autres seigneurs, sur le modèle du petit schéma qu'on a travaillé ensemble, qui deviennent eux aussi des vassaux. Donc ce sont les vassaux des vassaux du roi de France. Toutefois, entre les Xe et XVe siècles, les rois de France parviennent progressivement, et nous allons voir par quels moyens dans cette séquence, à imposer leur autorité. D'où la problématique de ce cours, comment le pouvoir du roi de France s'affirme-t-il du Xe au XVe siècle? Ainsi s'achève votre premier cours commenté d'histoire. J'espère que vous avez bien compris les notions de vassal, de suzerain, de domaine royal, de fief, parce que ce sont des notions dont nous allons avoir beaucoup besoin dans la suite de cette séquence. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer les choses de façon très précise afin de vous permettre de bien comprendre, d'où le fait que cette vidéo est un peu plus longue que toutes celles que vous allez pouvoir visionner par la suite. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis on se retrouve vendredi pour un nouveau cours commenté d'histoire.
Bonne fin de journée. Au revoir.